Cet épisode a une distance de 12 km à un pace de 5 minutes. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui va venir nous parler de la course à pied selon sa propre discipline. Autant ça me faisait peur quand j'étais toute petite que maintenant je pourrais plus m'en passer. Aujourd'hui, c'est de chiropratique qu'on va parler. Mais avant de commencer, allô Bill, comment ça va? Salut Coach Isaac, comment tu vas? Ça va bien? T'as-tu couru cette semaine? Eh oui, j'ai couru, puis en plus, cette semaine, là on enregistre, on est début juin, et puis c'était l'ouverture de la série du Diable à Shawi. J'ai souvent parlé de la course du Tour du Diable, puis c'est une série de courses que j'adore, donc il y a 4 courses encore cette année. La première était cette semaine, fait que mardi, je suis allé courir à Shawi pour la série du Diable, un 5 km. J'avais encore un petit peu de fatigue post-marathon, mais quand même, j'ai eu beaucoup de plaisir. Il faisait extra chaud. Puis, record d'assistance encore au Tour du Diable. L'année passée, le record absolu était tout juste au-dessus de 1000. Et cette semaine, toujours un petit mardi à Shawi, on était 1210 coureurs. C'est hot, hein? C'est très hot. Puis l'ambiance là-bas est juste fou, là. Puis en plus, cette année, à la fin de la course, en fond, ça coûte 5$. On a le dossard chrono avec la puce, il y a du monde, l'ambiance est débile. Puis en plus, à ce prix-là, on a une bière qui a été glacée gratuite à la fin. Et bière du Trou du Diable, évidemment, parce que c'est eux qui commanditent la série. Et cette année, ils ont créé la Electrolyte 2800, qui est une bière faible en calories à 3,8 avec des électrolytes à l'intérieur. C'est magnifique. C'est comme le mariage parfait post-course. Ah ouais? Je suis déçue de pas être allée. Ben, il y en a encore 3 autres. T'as encore le temps de t'en parler. Toi, tu couru cette semaine? Non, j'ai pas couru cette semaine. Je suis allée un petit peu vite, peut-être après l'événement à Ottawa, donc je retombe un petit peu en récupération. Mais je me suis quand même inscrite pour une course. J'ai l'intention de courir quand même beaucoup. Je me suis inscrite pour le marathon à Ottawa. Non! Ouais. Pour vrai? C'est fait? C'est fait. Oh! Fait que je vais me reposer encore un peu, mais non, c'est reparti pour un tour. Ouais, parce qu'on l'a dit souvent, là, c'est pas tant le marathon, mais c'est tout l'entraînement là, dans la prochaine année. Là. Exact. Puis on a parlé, tu sais, les filles, les demoiselles ont fait le challenge 36. J'arrêtais pas de me dire, d'après moi, c'est pire que de faire un marathon. Fait que j'ai fait mon choix. J'ai choisi le marathon. La voie facile. En guillemets. Ouais, j'aime les guillemets. Des gros guillemets. Ouais. Avant d'y aller avec le sujet de cette semaine, on vous présente un autre témoignage qu'on a recueilli pendant le pré-défi des demoiselles. Et cette semaine, c'est Julie qu'on vous présente. Là, on a une bénévole avec nous, mais pas n'importe laquelle. C'est l'infirmière bénévole. On a Julie qui est avec nous. Allô, Julie, ça va? Allô, oui, ça va bien? T'as combien de relais de fait? Là, à date, j'ai fait le premier relais de toutes les filles, dans le fond. Donc, les 8 équipes, là, j'en ai suivi quelques-unes. T'as été là du début à la fin du premier relais, fait que 8 équipes. Exactement. Je me suis trompée dans ma question, c'est ça, c'est pas combien de relais, c'est combien d'équipes. Oui. Fait que là, c'est un bon bout, là. T'as commencé ça à 9h ce matin. Oui, puis, tout à fait, depuis le puis là, début. il est rendu 5h. Oui. Ça s'est-tu bien passé? Ça s'est super bien passé. Là, tantôt, on a dit que c'était 8 km un relais. Tu dis que t'en as fait 8, t'as pas couru 8 km, Je pas n'ai 8. pas couru 8 Ouais. kilomètres, tout à fait. Moi, dans le fond, moi, je suis là pour accompagner les filles comme bénévole infirmière, mais aussi j'aide les bénévoles là, dans leur planification. Donc, j'embarque sur des vélos, puis quand les filles ont des plans là à courir, soit un moitié, soit ils vont faire un 4 km, ou soit qu'ils vont faire un kilomètre à la course, 1 kilomètre en vélo. Moi, ben, je vais switcher, là, puis je vais pouvoir les accompagner. C'est quand même hot, là, une infirmière qui court, en plus. Oui, c'est ça, parce que tu cours. Toi, tu fais des Oui. défis de course, là. Tout à fait. C'est quoi ton défi actuel, là, dans le moment? Mon prochain défi, je m'en vais faire le défi 36,1 km à Ottawa la À semaine Ottawa prochaine. aussi, Oui. on va être une belle gang, hein? Hey, pour moi, on était une gang à Ottawa. Puis encore, je l'ai nommé à tout le monde qui a passé, qui on a parlé, je te lève mon chapeau. Moi, je ne serais incapable de faire ça, un 36. C'est trop non, des tu serais distances. capable, Billy. Voyons. Non, c'est trop des défis que je trouve qui sont incompatibles dans ma tête. Non, c'est bravo. Merci.
C'est parce qu'il est pas capable de se retenir. C'est Il ça. va se pousser à l'autre pour son premier 5 km, il va être brisé, il finit les autres. C'est sûr. Mais il va l'avoir couru en 12 minutes, tu sais. Hey, on revient au pré-défi parce que je pense qu'on n'a pas parlé, il y a des filles qui sont en plan, tu sais, ils peuvent pas nécessairement courir tous leurs 4 km ou leurs 8 km. Puis comme ils peuvent pas arrêter ou marcher, ben ils embarquent sur des vélos. Fait que là, c'est ça que Julie a décrivait. En fait, elle est sur un vélo, puis la fille, je sais pas moi, elle fait 1 km de course, 1 km de vélo. Fait qu'elle va switcher sur son vélo. Puis là, toi, comme infirmière, dans le fond, t'as à traiter de toutes sortes de situations, par exemple les coups de chaleur. Principalement, là, je te dirais que c'est ce que je vais voir, là, surtout là, dans les débuts de défi. Des fois, les filles, la première fois, elles vont se pousser un petit peu plus. On a de la chaleur. C'est les premières chaleurs qu'on a dans les pré-défis. Fait que souvent, ça va être ça, là, c'est de les accompagner. Puis moi, ça me permet aussi de les connaître, puis de voir ensuite de ça, au défi, comment ça va se passer. Parce que justement, effectivement, il fait très chaud. Fait que c'est principalement ce que je vais traiter, là, puis que je regarde. Puis juste pour se situer, là, on est fin mai, puis le défi est à la mi-juillet. Fait que déjà, là, fin mai, on commence à avoir les premières chaleurs de l'été. Les filles sont pas acclimatées à la chaleur, ils n'ont pas nécessairement couru. Tout à fait. Puis en plus, ce qui arrive, c'est que là, qu'ils choisissent pas le moment auquel ils courent. Une journée de canicule l'été, ben, ils peuvent décider d'aller courir très tard le soir ou très tôt le matin. Là, c'est, ben, si ton relais, il est à 15h, il est à 15h, tu sors, chaleur, pas chaleur, pluie, pas pluie. Fait que ça aussi, c'est une découverte. Fait que je pense que oui, c'est peut-être plus prompt à des coups de chaleur, justement. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, souvent, les filles, c'est les premières fois qu'ils vont faire les défis, savent pas trop comment ça fonctionne. Des fois, c'est, je me suis pas bien hydratée, je me suis pas bien alimentée avant la course, j'ai pas eu le temps de me reposer, j'étais un petit peu stressée, c'est la première fois. Fait que tout ça, des fois, ça arrive en ligne de compte. Puis le premier relais, habituellement, là, on a des belles petites surprises. En as-tu eu? Oui, on en a eu aujourd'hui. On a eu une petite surprise comme ça. Fait que c'est une demoiselle, là, je pense, qui justement, on dirait que surexcitée, un petit peu d'anxiété ou de stress, a pas bien mangé, c'est peut-être pas reposé. Fait que oui, à la fin, là, on a eu à s'occuper d'elle un petit peu, là, puis de la rafraîchir, là, pour en lien avec un coup de chaleur. Puis heureusement, tu sais, dans le fond, ça s'est bien terminé, là. Ça s'est on va super juste bien préciser, terminé. on n'a Tout pas à appelé fait. l'ambulance. Non, pas du tout, pas du tout. Puis, pas du tout. Ce qu'on parlait un petit peu tantôt, là, le fait, la pièce de théâtre, là, tu sais, il y a pas trop grand monde qui le savent, là, tu sais, il y a juste les personnes qui étaient sur place, puis on a tout bien géré ça. Vu que t'es sur place, c'est ça, ça réduit comme l'impact du gros coup de chaleur, là. Oui, tu peux intervenir effectivement. Le pré-défi me permet aussi de voir comment les filles se comportent à la course et tout ça. Fait que moi, ça vient me donner un petit peu du bagage dans mon sac à dos pour le défi. Fait que je suis plus en mesure de les surveiller un petit peu plus là quand va arriver le défi là, au mois de juillet. Faut le dire là, parce que dans le fond, Julie est dans le camion au défi, puis on suit le camion comme demoiselle. Puis là, à un moment donné, t'as Julie qui est à côté, puis elle nous regarde. Puis là, tu te dis, ben mon Dieu, pourquoi qu'elle me regarde comme ça, tu sais? Mais c'est parce qu'elle, elle pense que tu files pas. Puis en fait, quand elle pense que tu files pas, elle a pas mal raison. Elle s'en rend compte un peu avant même toi-même que tu files pas, mais c'est vrai, fait que c'est une bonne façon justement d'identifier elle, tel signe. Exactement. Parce que les coureuses ne se voient pas. Mais non. Quand ils commencent à descendre un petit peu puis à manquer d'énergie, mais moi je les vois dégrader là, c'est flagrant là, fait que je les vois toutes là, sont toutes en avant de moi. Fait que je suis en mesure là, d'intervenir souvent avec les coachs puis les bénévoles là, qui sont sur place, de dire OK, là va regarder elle, va voir qu'est-ce qui se passe. Va surveiller, voir que donne une petite shot de Gatorade ou ouais. Poser la petite question aussi. Exactement. C'est drôle, Isa, je m'en allais tellement là. Je t'écoutais, Julie, puis j'ai le souvenir du défi l'année passée où t'étais dans le camion. Des fois, à un moment donné, on me parle, puis là, à un moment donné, oh, Julie parle plus. Oh, OK, c'est une mission, là. Là, elle scanne ses équipes, elle scanne ses filles, puis là, OK, elle va dessus. OK, oui. Là, on se faisait des signes, on se parlait. Puis les filles, encore une fois, un peu pièce de théâtre, ne rendent pas tout compte de ça. Non. On va voir plus discrètement, on va prendre une fille, ça va dessus. Puis là, juste par sa réponse, souvent, on le sait très bien. Que ce soit un oui ou un non, nous, on regarde tout le non-verbal, là, puis on comprend bien que des fois, il y a quelque chose à faire. Là. Ouais. Effectivement. Ça fait combien d'années que tu le fais, Julie? Moi, j'ai participé au défi des demoiselles à 2 reprises. Okay. Ensuite, j'ai Comme été... demoiselle? Comme demoiselle, okay. Oui. Ensuite de ça, j'ai fait 2 années comme membre du CA. Et puis là, c'est ma 3e année comme bénévole infirmière aux demoiselles. Fait que ça fait ma 7e année que je suis impliquée pour la cause, puis le défi. Oui. T'avais dit qu'on avait bien choisi notre bénévole, hein, pour venir parler du défi. Hey, t'as tous les aspects, tu sais. Vraiment, wow. j'ai fait le tour. Puis là, cette année, je me suis gâtée, là. Je vais courir aussi, là, comme bénévole, là,
principalement, mon rôle va être infirmière, mais je vais aller courir avec eux autres. Fait que j'ai rentré dans les entraînements, là, j'ai commencé les entraînements un petit peu plus tôt. Fait que pour apprendre à connaître les filles, justement, puis aller là, détecter là s'il y a des petites particularités qui vont m'être utiles pour le défi, là, comme dans mon travail de bénévole infirmière. Ouais. Ça prend un bon lien de confiance parce que, justement, quand tu es en état de détresse, que tu files pas bien, tu sais que t'es pas à ton meilleur comme athlète. Puis là, la fille à côté de toi te demande « ça va-tu? Je pense que tu files pas. Faut que tu te confies, faut que tu arrives à t'ouvrir, faut que tu réussisses à faire ouvrir les filles. » Exactement. C'est vraiment... Exactement. Puis tu sais, des fois, la première fois là qu'ils apprenaient à me connaître, j'arrivais dans le défi, là. Des fois, j'avais peur que mon approche soit mal interprétée par rapport aux filles, mais tu sais, moi, c'était vraiment juste leur bien-être qui était super important. Fait que cette année, là, j'ai dit, je vais me gâter. Puis j'ai dit, je vais arriver un petit peu plus tôt pour justement apprendre à connaître les filles. Il y en a beaucoup que je connais qui ont déjà été dans mes défis à moi, que j'ai connus au cours des années, là, parce qu'on a des demoiselles qui aiment tellement ça qu'ils reviennent, hein, on le sait. Oui, c'est ça. Fait que mais ça me permet aussi d'apprendre les nouvelles que je ne connaissais pas. Et puis moi, ben, je me gâte là-dedans, là. Ce que tu nommes là, c'est important parce qu'on l'a fait avec nos filles les dernières semaines, de leur poser la question, quand tu vas pas, c'est quoi le signe qui va nous dire que tu vas pas? T'sais, fait que déjà, celles qui se connaissent ont été capables de nous l'identifier sans qu'on ait besoin de nous le détecter. Puis, qu'est-ce qu'on peut te dire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit que tu vas pas? Parce que pour certaines, ça va être, je veux dire entre guillemets, là, de se faire crier après, de l'encouragement. « Ah ouais, t'es capable, let's go! » Puis il y en a d'autres, c'est « Non, sac-moi patience, puis laisse-moi ma bulle, faut que je le décante, puis tu viendras me voir plus tard. » Puis ces deux aspects-là, si on fait l'intervention inverse, mais c'est juste catastrophique, là, puis on n'aide personne. Fait que de connaître les filles, c'est tellement important. Fait que je comprends ce que tu dis, là, que c'est riche pour toi de venir dans le bain aujourd'hui en préparation du défi de juillet. Oui, vraiment. Hey, on compte l'anecdote. On la compte-tu, Bill? Je sais pas où tu vas. Ouais. Je sais pas où tu t'en vas. Mon premier défi, ma première année, mon premier relais, puis il est comme 1h de l'après-midi. Il fait chaud, puis... Fait que là, on a notre 10 km, puis on se ramasse sur la piste cyclable, puis là, on a le véhicule de tête qui peut pas aller sur la piste cyclable, puis qui s'en va comme à l'autre bout, mais on se ramasse toute seule, les bénévoles avec les demoiselles, puis on court sur la piste cyclable. Puis moi, j'ai une ampoule, puis ça commence à frotter, tu sais, puis là, je suis comme, il faudrait que je mette un plaster, tu sais, il faudrait pas que ça rempire, puis fait que là, on est sur la piste cyclable. Je peux pas embarquer dans le truck parce que, tu sais, bon, c'est pas possible d'être fait comme ça. Fait que ma coach me dit, pars, accélère, puis comme si t'allais faire un petit pipi, puis installe ton plaster sur ton orteil. Et je fais ça. Mais là, à l'autre bout de la piste cyclable, t'as le camion qui est arrêté, puis t'as Julie, qui est là comme infirmière, puis qui me voit m'effoirer au sol de loin. Mais moi, je fais juste me dépêcher et je m'assois, j'enlève mon soulier et je mets un plaster. Incroyable. À un moment donné, je me relève la tête et je vois ma Julie avec sa trousse de premiers soins qui court puis qui s'en vient parce que là, elle est sûre que moi, je suis tombée. En fait, ouais, puis là, je crie, non, ça va. Je vais juste mettre un plaster sur mon ampoule. Puis on se connaissait pas, hein? Non, on se connaissait pas. Parce que c'est ça, t'étais arrivée j'étais arrivée au défi. Au défi. Quelle rencontre. Toi, tu t'en allais sur un arrêt cardiaque, là. C'était comme... Ouais. Je l'ai vu s'écrouler à côté de la piste cyclable. J'ai fait, oh non, qu'est-ce qui se passe, là? Tu réfléchis plus, tu prends tes affaires, tu cours le plus vite que tu peux. Puis essayer d'arriver, là, pour sauver des secondes, là, mais... Ta fréquence cardiaque a dû pogner le 200. Est-ce que t'as dit que tu mal? Je suis encore désolée. Tellement. Pour la scène. Ça répond bien à nos questions, hein? Ben, je pense que oui. Ouais, toi, y a-tu quelque chose que tu veux nous partager de comment tu vis le défi? Qu'est-ce que tu trouves intéressant là-dedans? Qu'est-ce qui te ramène d'année en année? Qu'est-ce qui me ramène? C'est le défi des demoiselles, c'est un monde. Quand t'es dans le défi, t'es dans une bulle. C'est incroyable. C'est difficile à décrire. Puis à chaque fois que j'essaye de le raconter, de le dire, c'est quoi? J'ai beaucoup de difficultés, mais c'est juste des frissons qui passent. Mm-hmm. C'est une famille, les demoiselles. J'ai rencontré des femmes extraordinaires. J'ai des amis pour la vie que j'ai rencontrés dans les 2 défis que j'ai faits. Fait que j'ai amené des gens. Cette année, j'ai embarqué une demoiselle. Je l'ai sollicitée. J'ai ma fille qui a fait le défi il y a 2 ans, qui a été inspirée par moi qui avais fait le défi. Fait qu'on on a à cœur cette cause-là, mais j'ai de la difficulté à me dire qu'on va passer à autre chose. Je me suis dit quand même,
Bon, je vais le dire, là, mais je me suis dit quand même que cette année, c'était probablement ma dernière édition pour passer à d'autres choses puis à d'autres défis. Fait que Mais c'est difficile, par exemple, de passer à d'autres choses parce que entre mes 2 années que j'ai fait le défi des demoiselles, j'ai laissé passer une année et quand les filles sont parties au mois de juillet, j'ai pleuré ma vie pendant les 5 jours du défi. Fait que je me suis dit, non, c'est pas vrai. C'est le petit coup de barre qui a fait en sorte que j'ai fait ma 2e année, mon 2e défi. Puis depuis ce temps-là, je suis là, mais on verra. Mais en principe, c'est peut-être ma dernière année. C'est tellement un grand engagement. Écoute, Oui. je l'ai raconté dans un autre épisode, mais il y a 3 ans, je suis allé pas par hasard parce que ma blonde est thérapeute pour les demoiselles depuis quelques années. Puis je suis allé la rejoindre, puis ils m'ont dit on a besoin de bénévoles, t'embarques-tu? Ben, on a l'occasion de courir, c'est ça, j'ai dit oui. Je suis revenu, je suis allé courir avec les filles, j'ai fait comme oh cool. Puis dès que le défi s'est terminé, je me suis dit comment je peux être ici l'année prochaine? Bon, clairement, moi je peux pas être une demoiselle, je rentre dans les critères. Je peux pas être dans le CA parce que pour être dans le CA, faut avoir été une demoiselle. Je suis pas infirmier. Fait que mes chances commençaient à s'amenuiser. C'était soit en coaching ou comme bénévole. Puis ben j'ai réussi à intégrer justement l'équipe de coaching l'année passée. Puis même chose là, à la fin du défi, OK, je reviens l'année prochaine. C'est sûr, je veux coacher. Puis j'ai travaillé justement pour être encore sur l'équipe de coaching et je trippe, j'ai du fun justement à découvrir les filles. On en parlait tantôt, Isa. Ici, on est comme dans une bulle où, tu sais, nous, on les voit les lundis, où ils arrivent, on a un extrait de chacune des filles, puis on a ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous écrivent, c'est tout. Là, on a la vraie vie, là. Exactement. Et on voit vraiment comment ils se comportent, puis tout ça, c'est riche, puis c'est cool, là. C'est une vraie famille. Moi, faut que je vous laisse, faut que j'aille rouler avec une équipe. Yes. Merci, Julie. Merci. Hey, ça me fait plaisir. Super ça fait intéressant. plaisir. Merci. Alors, c'est ça, aujourd'hui, on reçoit Robin Bélanger, qui est chiropraticien. Bienvenue sur le podcast Cora.io, Robin. Merci. Et puis, j'ai fait un petit peu de recherche quand même. Un joueur de football accompli, il a joué avec le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph, les Diablos du Cégep de Trois-Rivières, ça touche mon cœur. Ensuite, avec les Redmen de McGill, les Lions de BC, les Argonauts de Toronto. Tu as étudié aussi à McGill en économie et management pour ensuite faire chiropratie au Palmer College aux États-Unis. J'ai trouvé quelques petits faits super intéressants aussi. Premier intronisé au Temple de la renommée du Séminaire Saint-Joseph. Félicitations. Oui. Et plus récemment, l'année passée, intronisé au Temple de la renommée de McGill. Encore une fois pour la carrière en football universitaire. 2 fois gagné la Molson Cup pour le joueur défensif le plus utile. Wow, là, j'ai arrêté. Il y en avait d'autres, là, j'ai arrêté, mais toute une carrière. Bravo. Il est hot, mon chiro, hein? Il est pas pire, hein? Puis là, j'aime ça voir aussi nos invités, qu'est-ce qu'ils ont fait comme course. Fait que je cherche généralement sur les grands sites de course pour voir, ont-ils fait un 5, un 10, j'ai rien trouvé. Moi, j'ai jamais couru. En fait, oui, j'ai déjà couru, mais je faisais de l'athlétisme à l'Université McGill pendant, je dirais, 4 ans. Et puis, c'était plus des 60 mètres, des 50 mètres, donc très rapide. Évidemment, l'entraînement, on faisait souvent un jogging de 5 minutes, mais il n'y avait pas de longue distance, là. Les entraînements, ça pouvait être, je sais pas, 8 fois 200 mètres, 10 fois 400 mètres dans un entraînement. Puis après ça, des sprints. Donc, j'étais plus dans le sprint. Je me souviens pas d'avoir fait une course, malgré que je cours depuis, mettons, un peu plus du jogging depuis 12 ans, mais j'ai jamais fait une course chronométrée. Moi, j'ai trouvé 3 quand même faits d'armes qu'on pouvait rattacher à la course, qui sont quand même différents de ce que nos auditeurs font, mais que évidemment que quand c'était off-season de football que j'ai vu au niveau de l'athlétisme dans l'équipe de sprint 60 mètres, il y avait aussi plus long retour de bottée de 95 verges. Pour ceux qui connaissent le football, là, c'est essentiellement de traverser le terrain au complet, là. Oui. Ça, c'est toute une course quand on y pense. Et puis aussi, record sur le Agility Shuttle Run d'un 5-10-5 qui est à 3,91 secondes, qui a tenu pendant 25 ans quand même, ce record-là. Ouais, c'est un record aux essais de la Ligue canadienne de football.
Et puis, je pense que j'étais très rapide d'une façon latérale. Et puis, je pense que j'ai eu le record pendant 25 ans. Effectivement, je pense qu'il y a quelqu'un qui a réussi à soutirer 1/100 de, Quand même. de ce record-là. En 2012, 25 ans plus tard, effectivement. Ouais. Donc, mais ma première question, est-ce que tu as couru cette semaine? Non, malheureusement, mais beaucoup de spinning. Je fais souvent du spinning 2-3 fois semaine. Et puis, vélo, un peu plus de vélo l'été aussi, là. Je suis un coureur d'à peu près 3-4 fois par mois. Je fais une sortie de 8-9 km. Là, c'est un peu mon style parce que je varie ça avec beaucoup d'autres sports, là. Donc, spinning, vélo, un peu de tennis, un peu de... Ah oui, de la natation aussi. Je nage peut-être 3-4 fois par mois. Je suis assez varié dans mes activités. Il y a un training, par contre, que je fais qui est intéressant. C'est un training d'escalier. Puis c'est un training d'intensité. C'est probablement le training que j'aime le mieux parce que le feeling qu'on a après avoir fait beaucoup d'intensité pendant 40 minutes... 40 minutes d'escalier? Ben, moi, je vais fou. Moi, c'est ça, je vais fou. J'y monte en courant, mais je descends en marchant, évidemment. Là. Mm-hmm. Mais c'est un bon training. C'était une belle alternative que tu m'avais donnée l'année passée quand j'étais blessée au niveau de la hanche. Puis ça venait de toi, cette idée-là, d'aller dans les escaliers. Fait que ça vient challenger au niveau musculaire, mais vraiment aussi beaucoup au cardiovasculaire. Puis l'amplitude du mouvement est souvent plus grande qu'en joggant. Tu sais, à un moment donné, tu lèves les genoux assez haut et puis il n'y a pas d'impact. C'est ça. Étant donné que tu cours sur une marche qui est, mettons, 8 pouces plus haut, ben, il n'y a pas d'impact. C'est comme un chat qui grimpe sur une chose. Fait qu'il n'y a pas d'impact pour les genoux, pour les hanches. Un peu moins, en tout cas. Fait que c'est une belle façon de maintenir. On en cherchait justement des alternatives, des entraînements croisés. T'as raison. Puis j'y avais pas pensé. Tu vas chercher de l'intensité puis de la puissance musculaire que peut-être que tu n'as pas si tu cours simplement 8, 9, 10 km. Là. Ça pourrait... Quelqu'un qui n'a pas de côte à proximité, mais une rampe d'escalier, là. Ouais. À Trois-Rivières, il y a beaucoup d'escaliers. Oui. Fait que, Moi, j'ai fui. Je les vois, mais j'essaie de pas les voir. Prochain entraînement de demoiselle. Je pense qu'on s'en va dans les escaliers. OK, je vais me prêter au jeu. Mais moi, je t'ai interpellé parce qu'à date, les sports, il y a tennis, OK, qui a quand même des chocs au niveau des jambes, mais je suis surpris que tu arrives à courir 3-4 fois par mois sans nécessairement te blesser parce que généralement, au niveau de la course, on dirait que c'est la régularité qui fait que le corps s'adapte puis qu'on se blesse pas puis qu'on reste. Mais comment tu vas chercher des chocs? Ben, je pense que d'être varié dans son entraînement, t'as beaucoup de muscles différents qui travaillent. Fait que je pense que l'adaptation est vraiment bonne, là. Je pense que de nos jours, les programmes d'entraînement de même olympiques essayent de varier plus les étirements, les activités que les athlètes font pour éviter justement les blessures. Fait que moi, ça va bien comme ça, là. D'être moins spécifique, plus... Oui, effectivement. Tantôt, tu parlais d'échauffement avant une course de, par exemple, 100 mètres en athlétisme. On se questionne dans le moment, là, on a des enjeux au niveau des échauffements par rapport aux demoiselles. Puis, on se questionne, même pour une course qui est très courte, ton échauffement va être quand même prolongé, j'imagine. Ça ressemble à quoi? Oui, ben en athlétisme, c'est un bon exemple de... Des fois, tu vas dans des gyms où tu te rends compte que le monde font un entraînement, jogging, peu importe. Il y a pas beaucoup de monde qui s'étire raisonnablement après un entraînement. Souvent, tu finis ton 10 km, bon, tu t'assieds sur le divan ou tu prends une douche, puis... Beaucoup de monde a oublié les étirements. Au gym, si tu vas au gym, il y a peut-être 10-15% du monde qui s'étire. Mm-hmm. Fait qu'en athlétisme, on prenait l'habitude, souvent on faisait, mettons, un jogging de 5 minutes, on étirait 10 minutes. Après ça, on faisait des longueurs de 60-80 mètres en réchauffement, genre à 50-60% de notre capacité, puis on s'étirait une autre 10 minutes. Puis, c'est au bout de 2-3 séances d'étirement que le vrai entraînement commençait. Donc, si tu avais un entraînement qui était, je sais pas moi, 8 fois 200 mètres, ben, tu faisais tout le préambule avant de... Fait que les étirements, je pense que ça sauve beaucoup de blessures, entre autres, là. Puis ça fait en sorte que l'amplitude du mouvement est meilleure.
C'est quand même challengeant parce qu'on vient de faire un épisode sur les échauffements, puis Sur les étirements. voyons, sur les étirements, oui. Puis dans le fond, ce qui ressort, c'était de pas s'étirer avant un entraînement, mais c'est mitigé, tu sais. Je suis un peu d'accord avec ça. Moi, mais comme en athlétisme, c'est qu'on faisait 5 minutes de jogging avant de s'étirer. On s'étirait pas à froid. Non, c'est ça. Jamais je trouve que ça donne pas grand-chose. En tout cas, moi, mon expérience personnelle, je trouve que ça donne pas grand-chose de s'étirer à froid. C'est comme les fibres sont pas prêtes à ça. Mm-hmm. Mais souvent, quand tu t'étires aussi 10 minutes après un entraînement, dans le fond, tu t'étires pour la prochaine fois que tu vas courir. Tu t'étires pas pour... Tu sais, c'est comme... C'est de l'accumulation au fil des mois, mais tout l'étirement que tu fais, devient payant, là. Ouais, je comprends. Dans le fond, le muscle qui était chauffé, il est prêt là à être étiré. C'est là que tu vas l'étirer, puis ça va payer la prochaine fois. Ouais. Ça fait plein de sens, ouais. J'aime ça, comment on décortique ça. Je pense que s'étirer à froid, ça peut être à la limite dangereux s'il va trop loin. Là. On se rejoint. Oui. J'ai le goût de te ramener à la base de c'est quoi la chiropratie? Puis en quoi ça diffère des autres thérapies manuelles? Ou c'est quoi pour toi la chiropratie? Ben, la chiropratique, c'est un peu comme la physio, ça s'est modifié à travers les années. C'est sûr que la base de la chiropratique, c'est articulaire, c'est de débloquer des articulations, parce que souvent les articulations ont à force de contracter ou avoir eu des microtraumatismes, ben, il y a des adhérences, il y a une non-flexibilité qui s'accumule dans le mouvement. Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de réétablir le mouvement, soit vertébral, soit d'une épaule, d'un coude, d'une cheville, peu importe quelle articulation. Fait que je pense qu'un bon chiropraticien doit pas seulement faire des articulations, mais doit aussi traiter beaucoup musculairement, avoir beaucoup de techniques différentes pour avoir une approche qui est très globale. Là. Ce qui est connu, c'est par rapport à la colonne vertébrale. Ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est que vous travaillez toutes les articulations, là, les chevilles, les poignets. Moi, je te dirais depuis 20-30 ans, là, moi, une trentaine d'années minimum, on débloque beaucoup de chevilles, l'arche du pied, cheville, genoux, hanches, épaules, poignets. Je fais beaucoup de poignets en ce moment parce que le monde font beaucoup d'ordinateurs. Fait que les poignets, c'est beaucoup de blocage de poignets, là. Et moi, j'ai entendu, on cherche à rétablir le mouvement, puis c'est essentiellement le discours qu'on avait avec Julien en physio aussi. Là. Ouais. Dans sa sphère, c'était ça. C'était son discours on cherche à rétablir, à ramener quelque chose qui est en déficience ou d'aller rechercher le plein potentiel. Là. Toutes les professions dans ce style-là font ça. Le but, c'est de rétablir le mouvement pour avoir moins de tension sur les tendons et moins de compression sur les articulations. Fait que la guérison se produit automatiquement quand tu commences à faire une genre de thérapie comme ça. Là. Est-ce qu'on pourrait travailler la biomécanique de la course en chiro? Ça pourrait être un plan d'intervention? Ben effectivement, si on relâche des régions, la biomécanique s'améliore. C'est sûr qu'il y a une portion génétique à la façon qu'on court. Là, c'est difficile de tout modifier. D'après moi, ils appellent ça le pattern de course, là. Parce qu'à un moment donné, tu as la longueur des fémurs, la flexibilité de tes chevilles, puis la façon que ton bassin bouge, c'est un peu propre à chaque personne. Fait qu'on peut pas modifier à 100%, mais on peut améliorer des mouvements, là. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai toujours... C'était ma philosophie aussi chez des coureurs que je vais entraîner. Si tu te blesses pas, puis que t'es pas en recherche de performance, change rien. Puis, c'est un peu ça. Il y a le patron de course parfait selon le livre, mais il y a le patron de course parfait pour toi. Oui, effectivement. Puis je pense que quand tu essaies trop de changer un pattern de course de quelqu'un, le patron de course, tu peux donner lieu à des blessures. Puis après ça, des fois, tu regardes certaines personnes courir, tu te dis, comment ça se fait qu'il est rapide de même? Puis tu regardes la façon qu'il court, tu as de la difficulté à comprendre. Fait que c'est un peu... comme un poisson qui nage dans l'eau ou un oiseau qui vole, c'est difficile à comprendre exactement tous les mouvements, là. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer la chiropratique? Disons que je retournais aux études assez vieux, disons à 28 ans. Et ça, c'est vieux. Plus que la moyenne. Avec les TQ de 22, ouais. Fait que là, quand je suis retourné aux études, j'avais eu le temps, à travers tous les sports que j'ai faits,
d'utiliser beaucoup de thérapies différentes. Puis bon, j'ai fait pendant que je jouais au football ou j'ai été un nageur quand j'étais jeune aussi. J'ai touché à la physiothérapie, à l'acupuncture, j'ai même fait de l'homéopathique, toutes sortes de thérapies différentes. Puis la chiropratique, au niveau de globalité, au niveau structurel, au niveau postural, c'est elle qui m'a impressionné le plus et puis qui m'a rejoint le plus, en fait, là. Pourquoi? À cause du potentiel de travailler sur le système nerveux. Okay. Parce qu'on oublie souvent que la chiropratique, à la base, c'est de débloquer la colonne et les nerfs de la colonne, l'activité nerveuse des nerfs de la colonne. Si on peut prendre comme exemple si quelqu'un a un problème de genou ou de mollet combiné à une sciatique, tout le monde connaît la sciatique. Ben, si tu as 2-3 régions nerveuses du bas du dos qui sont inflammées, donc, admettons, on va dire le nerf L4 et le nerf L5 qui alimentent certains muscles et certaines articulations dans la jambe, ben, si tu corriges pas ça, t'as beau traiter pendant 1 an le mollet et le genou, il y aura pas un succès assuré, là. Ça, là, tu touches quelque chose, là, que je trouve vraiment intéressant, puis j'ai l'impression que je vais pas généraliser, je vais le faire pareil. Il y a beaucoup de thérapeutes qui vont pas nécessairement à la source. Il faut que tu sois capable de localiser l'inflammation. Si tu vas dans le bas du dos puis il n'y a pas d'inflammation, t'en vois pas, tu touches au bas du dos, il n'y a pas d'inflammation, ben t'as pas besoin de le traiter. Mais s'il y en a vraiment aigu, ben la thérapie, comme tu dis, il sera pas efficace, là. J'ai tellement vu de gens se faire traiter, peu importe le spécialiste, comme tu dis, que ce soit fasciopathie plantaire, que ce soit au niveau des mollets raides. Puis quand tu remontes, tu vas plus loin dans la chaîne. OK, ça s'explique ailleurs. On pourrait donner l'exemple d'un podiatre qui met une orthèse au pied pour balancer le pied puis aider le genou. Ouais. Ça serait un peu le même exemple. Effectivement. Moi, je cherchais plus quelque chose de la vie. C'est-à-dire, mais j'ai quelque chose qui fuit, puis je vais mettre un plaster dessus. Ouais, mais coupe l'eau avant, là. Je veux dire, ouais, plus haut, là. Mais c'est ça. Fait que je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Puis c'est, tu sais, plutôt que de traiter quelqu'un, justement, pendant 8 mois, 10 mois pour son mollet, on va traiter ton mollet. Mais d'où ça vient, ça? Puis ça va prendre probablement moins de temps, mais ça va être aussi beaucoup plus durable, là, que de traiter à la source. Ben, de là, si tu choisis un thérapeute, faut qu'il y ait une globalité dans son approche, faut qu'il y ait une analyse qui va plus haut et plus bas de la région blessée, là. Tout à fait. J'aime ce que j'entends. Oui. Tu as parlé tantôt des influx nerveux. Moi, ça me fascine, cet aspect-là. Mettons, en musculation, après avoir commencé un nouveau plan d'entraînement en muscu, il va y avoir une augmentation de la force, mettons, dans les 2 premières semaines, mais c'est pas parce que les cellules musculaires se sont multipliées, là. C'est vraiment le contrôle neuromusculaire. En fait, on va améliorer le contrôle neuromusculaire. L'influx nerveux qui va être envoyé va être plus précis. Il va y aller directement à l'objectif. Donc, si on travaille au niveau nerveux en chiropratique, j'imagine que ça peut aider à ce niveau-là aussi, là. Oui, grandement. Moi, j'ai une question. Oui. Tu fais-tu juste craquer? Non, parce qu'on fait beaucoup de thérapie musculaire en même temps que les ajustements ou les mobilisations, là. Donc, il y a beaucoup de thérapie musculaire. Moi, j'ai une approche aussi très, un peu, on pourrait dire, naturopathique. C'est-à-dire que j'ai inclus beaucoup de nutrition, des fois je réfère aussi à des kinésiologues, souvent. Fait que si je vois qu'une blessure a un potentiel de guérison qui est plus lente, j'hésiterai pas à envoyer voir un kinésiologue d'un gym pour avoir un programme d'exercice spécifique au renforcement et à la stimulation des ligaments et des muscles dans la région, là. Intéressant. J'allais demander, t'aurais-tu un exemple? C'est quoi la principale erreur que les coureurs à pied font? Ben, les nouveaux coureurs, c'est d'augmenter la distance trop rapidement parce que souvent, rapidement, ton cardio, il est quand même bon au bout d'un mois. Puis t'as l'habitude de doubler la distance, là. Tu faisais des 5 km, puis au bout d'un mois, là, ça fait 15 ans que t'as pas couru, mettons. Puis au bout d'un mois, tu essaies de faire des 10 puis des 12 parce que le cardio va quand même suivre. Mais les blessures, on voit souvent les coureurs arriver après 3 mois, les genoux ou le bas du dos. Ouais.
Et puis combien de coureurs vont lâcher après 3 mois C'est en ça. disant « Ah, c'est pas pour moi. » Non, c'est pas pour toi. Ben T'as non. parti trop vite. Tu sais, c'est pas... Tu l'as juste pas fait de façon durable puis sécuritaire. Puis ce que tu dis, je l'ai vécu tellement de fois. Des athlètes, exemple, qui sont des bons cyclistes puis qui arrivent en course à pied. Puis comme tu dis, ils arrivent avec un méga cardio. Ouais, je suis capable d'en faire plus. Je le sais, mais Ouais. c'est pas ça. Ce n'est pas que ça qu'on Non. travaille. Non, parce que les cartilages et les ligaments, les tendons, ce que le monde ne comprenne pas, c'est que ça peut prendre 8, 10 mois, 1 an et demi à des cartilages et des ligaments et des muscles à se modifier pour un nouveau sport ou pour un... Fait que tu sais, c'est vraiment une traversée du désert là, qu'il faut que tu fasses la première année. Tu peux pas... Puis si tu le fais trop vite, ben c'est là que tu vas sûr que courir tu les laisses. blessures. Là. On voit plein de monde arriver, les 2 genoux, les ménisques enflés ou le bas du dos, 2-3 régions vertébrales très inflammées. Fait que t'es obligé de recommencer à zéro. Puis là, la frustration s'installe aussi. Là. Puis j'imagine que, tu sais, avril-mai, ça doit être l'enfer pour les coureurs. Là. Tous ceux qui sont des coureurs, on va dire, saisonniers, qui n'ont rien Qui fait de commencent, l'hiver, ouais. qui repartent comme à l'automne. Oui. Travailles-tu beaucoup avec des sportifs? Je suis un peu un généraliste. Je travaille avec beaucoup de sportifs parce que je suis quand même connu dans le sport. Fait qu'à travers les années, il y a beaucoup de monde qui m'ont connu dans différents sports. Mais je me considère plus comme un généraliste. Donc, j'ai un travail qui est global et plus général. Je peux travailler autant avec un enfant d'1 an ou une personne de 90 ans. En fait, c'est les mêmes muscles, les mêmes tendons, les mêmes ligaments. Ils n'ont juste pas la même histoire. C'est ça. La même génétique, j'imagine. Ouais. Y en a-tu qui sont pas faits pour courir? J'aurais tendance à dire non, parce que je pense que ça peut se bâtir, même si tu n'as jamais fait. Mais c'est la façon de le faire qui est vraiment... faut être rigoureux puis pas avoir d'excès dans les débuts. Il faut y aller lentement. Puis tu peux pas monter tes distances. Il faut que tu laisses des fois 2 jours, 3 jours, 2 jours entre chaque entraînement. Si tu cours 3-4 jours de fil, c'est risqué. C'est une progression. Je pense qu'en dedans d'un an ou 2, quelqu'un peut bâtir là, vraiment un bon potentiel. Là. Puis quand quelqu'un va ressentir une douleur, toi, c'est quoi ton protocole? On n'arrête pas? Quand est-ce qu'on arrête? Bien, il y a 2-3 types de douleurs. Si t'es... mettons, tu fais un nouvel entraînement de 12 km, tu es habitué de faire des 8, puis... t'es raqué le lendemain, mais ça, c'est tel que tel. Les fibres ont forcé un peu, donc c'est un raquage qui est un peu normal. Fait qu'une douleur 24 heures après, c'est tout le temps moins pire qu'une douleur une demi-heure après la course. OK. Une demi-heure après la course, ben ouf, là, t'as endommagé un petit peu certains tendons, cartilages, fait que t'es plus dans le trouble. Là. OK, c'est un bon signe. Oui, c'est intéressant, ça. Le lendemain, si t'as augmenté ta distance, c'est correct. Puis une douleur en courant, ben là, t'es vraiment dans le trouble. Ouais, c'est ça. C'est encore plus qu'une demi-heure après. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle, là, j'avais un ami qui courait justement à la série du diable cette semaine, puis il me disait faudrait pas trop que je pousse, puis j'ai parlé avec ma physio, puis on me dit si ça va pas le dernier kilomètre, tu marches. À la fin, j'ai pas marché pantoute. J'ai réalisé que quand je cours avec l'adrénaline, je sens pas les douleurs, tout va bien. C'est après que je le sais. Parce que la plupart des micros de blessures vont guérir en dedans de 10 jours, 2 semaines. T'sais? Fait que si tu te donnes un break de 10 jours, 2 semaines, t'es bon. Ça va bien parce que des fois, comme quand tu te foules la cheville, ben, d'habitude, au bout de 2 semaines, tu sens presque plus rien, à moins d'avoir eu une grosse blessure, là. Fait qu'il y a beaucoup de blessures qui sont capables de guérir en dedans de 10 jours. Fait que si tu prends un break de 10 jours, ben, c'est une bonne option. Ben, on a parlé justement avec le physio où on essaie d'arrêter le moins possible les coureurs. Mais moi, j'ai une tendance à arrêter. Quand justement il y a une douleur qui apparaît assez rapidement, je suis facile on va prendre une pause. Pourquoi on prendrait pas une pause? Toi, t'es facile à arrêter ou t'es facile à arrêter tes athlètes? Les deux. Ben, Ouais? j'ai tendance, à dire, on peut-tu prendre une pause? Prenons une pause, regardons qu'est-ce qui va se passer. On va guérir justement qu'est-ce qui a été abîmé ou brisé, là. Moi, j'adhère beaucoup à la théorie, puis je le fais avec mes athlètes. Mais il va falloir que tu travailles fort pour me le faire faire. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, en dedans de 10 jours, tu perdras pas grand-chose. Yes. Puis souvent, quand tu reviens au bout de 10 jours, ben, les 2-3 courses que tu vas faire, qui vont suivre, vont être très performantes, là. Fait que finalement, au bout de 3-4 mois,
t'auras pas perdu un gros bagage ou... Qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je suis 100% d'accord avec ça. Puis de toute manière, ça fit avec un protocole pré-course où on va faire un affûtage, un taper, où on va se donner du temps. Puis plus la course va être intense, plus on va prendre une pause qui est prolongée de 1, 2, 3, 8 journées. Mettons, des fois, là, quelqu'un qui a quelque chose d'intense, ben, puis j'aime la phrase qu'on a utilisée souvent, dire que ce soit pour une blessure ou une préparation à l'entraînement, tu as plus de bénéfices à te reposer qu'à t'entraîner présentement. Mais ça, c'est ça, faut le reconnaître, faut l'accepter, mais quand tu l'as vécu une fois ou deux, c'est plus facile aussi, là, que juste le dire, mais là, mon coach, je veux pas que je cours, mais ça va, là, je suis correct. Non, prends une vraie pause, tu vas repartir tellement juste plus fort, puis je suis d'accord avec toi, tu perds rien, là. Tu perds rien, au contraire, tu pars frais, puis t'as des jambes, c'est terrible. Oui, effectivement. Y a-t-il des mythes associés encore à la chiropratique? Oui, ben, il y a peut-être encore certains mythes. Ben, c'est important de mentionner que c'est quand même un doctorat de premier cycle universitaire de 5 ans. C'est pas tout le monde qui sont conscients de ça. Un peu comme la physiothérapie qui est 4-5 ans aussi. Mm-hmm. Donc, c'est 2 professions qui ont quand même très bon niveau de formation. Après ça, ben, la globalité de traitement, c'est que maintenant, les jeunes chiropratiens traitent beaucoup la musculature autant que les articulations, beaucoup de prescriptions d'exercices. Puis pour les exercices, moi, je pense que c'est facile maintenant de référer à des kinésiologues parce qu'ils ont vraiment une bonne formation là-dessus. Puis toi, un moment donné, ça va être facile pour toi d'envoyer au gym. Après ça, d'autres mythes. Ben oui, on fait beaucoup d'articulations différentes, les poignets, les genoux, tout ce qui est attaché aux membres supérieurs et inférieurs. Ça serait à peu près ça, oui. Je t'entends préciser, tu dis, il faut se souvenir que c'est un doctorat de premier cycle, puis c'est ça, c'est des études sérieuses. Mais est-ce que dans le sous-texte, j'entends que ça a longtemps eu mauvaise presse, la chiro? Puis que c'est un peu, je vais dire un peu des charlatans qui craquent, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Si on monte à 30-40 ans, ben là, tu sais, des fois, il y en a qui nous comparaient à des ramancheurs. C'est vrai, ça, j'allais dire ça comme mot, le ramancheur. Ouais. Il y avait tout le temps un ramancheur dans le village où, puis la formation n'était pas connue parce que c'était beaucoup enseigné en dehors du Québec. Il n'y avait pas de cours au Québec. Okay. Parce que le cours universitaire à Trois-Rivières a commencé environ en 94, je pense. Donc, ça fait tout juste 30 ans. Mm-hmm. Avant ça, il n'y avait pas de cours au Québec, donc la formation n'était pas connue. C'était pas comme la physiothérapie ou il n'y avait pas de formation qui était connue. C'était en dehors du Québec, surtout à Toronto et aux États-Unis, beaucoup de collèges différents. Là. À quel moment on devrait aller consulter en chiro plutôt qu'en physio ou que d'aller voir son médecin? Tout le temps. Okay. On commence. Non. Ici. Écoute, moi, j'ai un parti pris pour la chiropratique. Ah oui. Je pense que dès que tu as une blessure ou tu peux faire analyser aussi la blessure, tu sais, un chiropratien qui va être compétent va dire bon ben toi t'as pas tant de problèmes nerveux ou t'as pas tant de problèmes de bassin ou tu sais, à un moment donné, tu peux faire évaluer. Oui. Sans le faire traiter à long terme, tu peux le faire évaluer aussi pour voir c'est quoi les options, c'est quoi le diagnostic qui a été trouvé. Non? Puis après un traitement de chiropratique, combien de temps on devrait rester au repos? J'imagine que ça dépend là, du contexte, là, mais en moyenne. Ben, si c'est juste un suivi de correction d'une blessure, je pense que tu n'as pas besoin de prendre de pause. C'est sûr que si tu arrives pour la première fois et tu es en inflammation d'une cheville ou d'un genou ou dans le bas du dos, ben le chiropratien va suggérer une pause de quelques jours. Okay. Moi, j'ai tendance à faire mettre beaucoup de glace. Oui. C'est vrai, hein, on voulait en parler. Parce que c'est un peu mitigé, là, maintenant. C'est plus tant il y a plusieurs types de protocoles, effectivement. Là. Ouais. J'ai un petit peu, parce que Isabelle, tu m'avais parlé de Peace and Love, je crois. Oui. Bon, l'acronyme. Mm-hmm. Fait que je suis allé voir un peu la description. Peut-être la différence que j'ai vue, c'est que cet acronyme-là s'applique plus au tissu musculaire. Okay. Que l'articulation. C'est intéressant. Fait que ça s'applique juste dans le cas d'une blessure qui est vraiment pratiquement à 100% musculaire. Mais considérant qu'il y a quand même plus que la moitié des blessures qui sont articulaires, cet acronyme-là s'appliquera pas
précisément, là. Parce que si tu as un genou, le ménisque blessé ou inflammé d'un genou, ben l'Atlas va être efficace et recommandé, là. Fait que cet acronyme-là, c'est ça que j'ai vu, c'est que c'est vraiment pour les blessures musculaires, purement musculaires. Ça ferait un certain sens dans le sens que, tu sais, si tu as un muscle qui est lésé, de garder justement au niveau de la chaleur, d'augmenter la circulation sanguine pour aller le guérir, mais au niveau du ménisque qui est pas vascularisé. Non, parce que moi, typiquement, je fais jamais mettre de l'Atlas sur un biceps ou un mollet, là. Jamais. C'est vraiment les articulations. Fait que je pense que cet acronyme-là va être mal compris par certaines personnes, puis envoie sur un terrain un peu glissant parce que il faut vraiment comprendre quelle structure qu'on essaie de traiter, là. Effectivement, c'est important de mettre les choses en contexte. Hein? Fait que quand j'ai lu là-dessus, j'ai dit, oui, OK, eux autres, ils parlent plus de la charpente musculaire, là. Puis tout ce qui est justement articulaire, c'est quoi les blessures types que tu vois chez les coureurs? Une articulation du bas du dos, une hernie discale, donc une inflammation. Fait que moi, je vais y aller avec de l'Atlas pendant 10 jours, 2 semaines, là, facilement, là. Je reprends ma question, c'est plus les blessures générées par la course, ça serait quand même... Il y a des blessures au niveau du bas du dos qui sont... Ah oui, OK. Oui, quand même pas mal. OK. Oui, bas du dos, ménisque, genou, cheville, un peu moins. C'est pas une région qui se blesse souvent, la cheville. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est le genou qui prend le plus de blessures. Les hanches, ça va passer après aussi, le genou. Le bas du dos va être fréquent. Puis le bas du dos, même si c'est juste un petit mal que tu as, souvent, au toucher, l'inflammation est très élevée. Okay. Fait que ça peut t'amener sur une mauvaise décision par rapport à ça, là. Moi, personnellement, j'ai eu une hernie discale L5-S1 qui a été invalidante un petit bout de temps puis qui m'a empêché de courir littéralement. Là. J'étais pas bien couché, pas bien debout, pas bien assis. Fait que c'était... on modifie la position juste pour changer le mal de place, littéralement. Ouais. Mais ça m'avait arrêté de courir. C'était dans mes premières années de course. Ouais. Puis, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est vraiment de pas pouvoir courir parce que c'était ça me procurait du bonheur, de la légèreté, toutes les hormones. Puis, fait que c'était vraiment un cercle vicieux là, de j'ai mal, je peux pas me soulager, ça repasse pas, je peux pas courir. Fait que ça venait me taxer en plus. Que ça a été une période vraiment très tough, là. Quand j'ai recommencé à courir, il a fallu vraiment que je me parle. Ce que tu nommais tantôt, je peux pas repartir comme j'étais avant, là. Je me serais détruit. Puis, mon expérience personnelle, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il faut vraiment que je fasse une super bonne quantification de ma course. Si j'en fais trop vite, même si j'ai une bonne expérience de course puis que je cours de façon très, très régulière, si j'essaie d'en faire trop vite ou que je pousse vraiment les courses trop fort puis je suis pas bien préparé, ma douleur dans le dos va revenir. Si je ne cours pas assez, donc si je ne bouge pas assez puis que je mets pas de mouvement au niveau de ma colonne, parce que je suis sédentaire pour quelques jours, par exemple, mes douleurs commencent à revenir aussi au niveau du bas du dos. Probablement pas étranger au fait que j'ai un travail qui est beaucoup assis. Oui. Quand je me force pas à bouger, ça fait ça. Fait qu'il y a vraiment comme une espèce d'équilibre au centre là, où je n'ai aucune douleur et je vis très très bien avec ma condition, mais il faut que je reste dans cet équilibre-là de toujours bouger, mais pas faire l'épais puis aller trop loin. Là. Oui, puis quelqu'un qui aime bien le jogging, mais qui se blesse souvent, peut inclure un entraînement de spinning de 45 minutes, 1 heure dans la semaine au lieu d'enlever une période, une sortie de jogging. Puis y aller avec ça parce que ça repose le bas du dos. En spinning, tu peux faire des intervalles debout, assis. Fait que ça reproduit un peu les mêmes muscles que le jogging. Puis ça donne un break. C'est l'avantage d'être sportif puis d'aimer tous les sports, mais c'est ça. Quand la personne, ce qu'elle aime faire, c'est que la course à pied, c'est difficile de sortir de sa zone. Parce qu'il y a pratiquement pas une personne qui se blessera pas plusieurs fois dans sa vie d'athlète, là. Mm-hmm. Fait qu'il faut trouver des alternatives pour renforcer les muscles d'une façon différente ou continuer l'entraînement d'une façon différente, là. Justement, est-ce que tu penses qu'on devrait tous avoir un programme de musculation? Je pense que c'est un gros atout. Gros atout d'avoir plusieurs types d'exercices. Puis souvent, ce qu'ils disent tout le temps, c'est de modifier. Au bout de 3 mois, tu modifies un peu ton entraînement, tu fais différents exercices. Fait que tu vas bâtir peut-être des muscles stabilisateurs qui sont différents, des
façon que l'articulation fonctionne qui est différente, là. Je trouve ça le fun. Ce que je comprends, c'est pas nécessairement juste la musculation, juste de varier. Oui. Pas juste faire de la course à pied. Je reviens sur la pratique vraiment de chiro. Est-ce qu'il y a des actes protégés ou des manipulations qui sont vraiment spécifiques au chiro que les autres font pas, par exemple? Ben, la manipulation est en partie protégée puis faite seulement par les chiropraticiens. Au niveau légal, je me souviens plus des lois récemment, là, mais je pense qu'il y a différentes professions qui avaient le droit de faire certaines manipulations. Il faudrait que je revise un peu toutes les règlements maintenant, mais je pense que la physiothérapie en faisait un peu. OK. Il y a un petit partage là, de compétences. Il y a une zone grise, mettons. Oui, il y a une zone grise. L'ostéopathie font des manipulations, mais pas nécessairement des cavitations qu'on appelle, mais c'est plus des mouvements plus lents ou d'étirements, là. Une cavitation, c'est? Une cavitation, c'est le bruit que tu entends. Tantôt, tu as mentionné des craquements, là. Uh-huh. Bon, c'est un peu ce bruit-là. C'est une cavitation, c'est quand l'articulation s'étire, c'est un bruit de succion de liquide ou de gaz. C'est ça qui fait le bruit. C'est un peu comme quand tu ouvres un pot maçon. Ça fait un bruit, mais c'est un peu une cavitation du bruit liquide et gaz. Quel bruit satisfaisant, hein? Moi, j'aime bien. Ah oui. Puis qu'est-ce que ça fait? Tu sais, on dit, OK, il craque, OK, mais c'est qu'est-ce qui se produit dans l'articulation? Puis c'est quoi le bénéfice qu'on va chercher? Ben, le but, c'est pas de craquer, c'est d'étirer légèrement les ligaments et les tendons pour que l'articulation regagne sa flexibilité dans toutes les directions. Tu peux avoir une articulation qui ne bouge plus en rotation gauche ou en flexion latérale gauche. Ben, c'est ça que tu veux récupérer pour avoir une pleine amplitude dans le mouvement. Ça prend quand même une bonne sensibilité au niveau des doigts, là, puis pouvoir sentir ça, là. Oui, ça se développe. Ça prend plusieurs années avant d'avoir vraiment un toucher qui est développé, là, mais je pense que tout le monde peut arriver à ça quand tu es attentionné. Souvent, quand tu travailles, il faut que tu sois attentionné aux détails que tu perçois, puis au fil des années, à force de faire ça, même année, tu viens qu'à pressentir des choses. Qu'est-ce qui rend ta pratique difficile? Mettons, par exemple, un patient qui parle pas beaucoup, qui va pas tout dire. Y a-t-il des choses comme ça on se nuit soi-même? Ben, moi, je pense qu'on trouve quasiment 50% de tout le diagnostic juste en questionnant le patient dans l'histoire de cas. Mm-hmm. Autant que dans l'examen, parce que l'histoire de cas, on va voir, moi je regarde beaucoup ce que la personne fait depuis 30 ans, quel type de sport elle a fait depuis 30 ans, quelle opération elle a eu, quel traumatisme elle a eu, quel accident d'auto. Mais là-dedans, tu vas trouver beaucoup de choses et tu vas savoir où aller vérifier. Après ça, ben, évidemment, l'examen, le talent du toucher va venir en ligne de compte. Mm-hmm. Tantôt, on parlait de rétablir le mouvement, rétablir l'amplitude, mais est-ce qu'un sportif qui n'a pas de problème peut, ou du moins pas de problème apparent, il dit, ben moi tout va bien, j'ai pas de douleur, j'ai pas mal, est-ce qu'un chiro peut l'aider à optimiser sa performance? Ou c'est pas la bonne personne? Effectivement, oui, parce que dans le fond, il y a pratiquement pas une personne qu'on peut pas trouver des restrictions à quelque part, même si la personne n'a pas de douleur. Une des restrictions les plus nuisibles, là, si je peux dire, là, c'est souvent des blocages dans les thoraco-lombaires, là, mettons de la vertèbre dorsale environ 10 jusqu'à lombaire 2. Ben, cette région-là, le bas du dos, là. Oui, ben c'est un peu plus haut que le bas du dos. Okay. Puis c'est le diaphragme des fois qui bloque. Puis c'est un peu sournois parce que t'as pas nécessairement beaucoup de douleur, peut-être des petites raideurs dans le bas du dos. Mais tu vas avoir le souffle court et ta capacité pulmonaire et cardiovasculaire va être réduite beaucoup. Fait que juste en débloquant cette région-là, on peut redonner vraiment, c'est même pas musculaire, c'est la capacité cardiovasculaire qui augmente beaucoup. J'allais poser la question justement si on pouvait travailler sur la composante cardiovasculaire. Effectivement, j'aurais pas pensé à ça. Puis après, ben on parle toujours de l'aspect neurologique des nerfs du bas du dos qui active des muscles de jambes. Fait que c'est une jambe qui est, on pourrait dire, neurologiquement plus faible à cause des nerfs du bas du dos. Ben oui, ta performance va s'améliorer si tu corriges ça.
J'ai une anecdote à vous conter. Go. J'étais un peu cavant, je sais, là. Ça m'arrive, là. Puis à un moment donné, là, je courais, puis j'avais une certaine tension à la poitrine, là. Tu sais. Là, j'étais après faire une crise de cœur. Là, je voulais pas arrêter de courir, tu sais. Ça faisait pas mal, mais j'avais une tension. J'étais pas bien. J'étais, Caroline, faut que je m'occupe de ça, tu sais. Puis, au final, ben, c'était une vertèbre dans le dos qui tirait sur un muscle, puis ça venait tout tirer ma cage thoracique croche. Puis c'était carrément, tu sais, toute une douleur musculaire qui venait me tordre la cage thoracique pour une petite affaire dans le dos. Mais j'ai eu le temps de me faire peur, là. Ouais, ça, c'est stressant un peu, là. Il y a des douleurs sur le chest en avant, là. Ouais. Faut faire vérifier par un médecin. Ouais, c'est ça quand même. Mais j'ai vécu la même chose. C'est après avoir commencé à courir après la naissance des jumeaux. Et puis, je pensais que ça avait rapport avec l'anesthésie générale que j'ai eue à cause de l'accoucher avec une césarienne. Puis, j'étais allée passer tous les tests, justement, à l'hôpital. Puis, au final, j'ai fini chez Kéro. Puis, c'était une vertèbre ou une côte. Tranche de vie. T'en as des histoires comme ça? D'athlètes, des grosses douleurs ou ben des succès. Anecdotes. Des anecdotes, des succès, en fait, là. T'as réussi à apporter à un athlète. Ben, il y a eu quand même pas mal d'athlètes que j'ai travaillé, que j'ai traité à travers les années. Fait que il y a personne qui me vient en mémoire, là, mais beaucoup de genoux améliorés, les ménisques des genoux débloqués, puis le bas du dos débloqué, puis qui sont retournés à l'entraînement, sont retournés au jogging. Donc oui. Il y a peut-être une personne à un moment donné, il y avait une personne qui était venue, un bon athlète. C'était une fille qui, je pense qu'elle faisait du kilométrage, elle faisait genre 120 km par semaine, là. OK. Du millage. Du gros millage, là. Puis, elle était venue avec une bonne sciatique, mais elle était quand même capable de courir. Et puis, là, elle voulait que je la traite, mais elle voulait pas arrêter de courir. Okay. Fait que moi, je l'aurais arrêté 2 semaines pour mettre de la glace, puis bon, enlever de l'inflammation, mais... Finalement, je pense qu'elle s'est ramassée au marathon de Berlin parce qu'elle était classée, là, genre, je me souviens plus quel temps qu'elle faisait, c'était-tu 2h35 ou 2h40, là, tu sais. Elle était classée pour aller à ce marathon-là, puis elle l'a fini, puis on a réussi à la remettre d'aplomb puis l'envoyer au marathon, mais elle revenait en béquille. Oh. Ouch! Parce qu'elle elle avait fait des micro-fractures dans le pied. Oh! OK. À cause de la faiblesse de la jambe, j'imagine. Là. Puis peut-être le changement de façon de courir, etc., là, à cause de la hanche. Puis, Fait que modification du patron à cause de la sciatalgie qui fait que là, c'est créé d'autres blessures de compensation. Plus de faiblesse, plus de contraction musculaire probablement dans la jambe, dans le mollet, dans le pied, puis micro-fracture. Elle a réussi à finir pratiquement pas en marchant. Mais non, elle a fait, je pense, un bon temps. Elle a réussi à finir, mais elle revenait en béquille. Là, elle a pas le choix d'arrêter. Puis de mettre de la glace. Elle n'a pas eu le choix, là. Par rapport, là, je vais un peu plus loin au niveau, on a parlé de rétablir le mouvement, on a parlé d'optimisation. Tout ce qui est blessure chronique, y a-t-il quelque chose à faire, hein, Kéro? Ben oui, on fait la même chose qu'une blessure aiguë, mais les blessures chroniques là, qui traînent depuis 1 an ou 2, il faut vraiment que tu ailles chercher avec un kinésiologue un programme d'entraînement spécifique qui va faire toute la petite musculature autour de l'articulation, qui va changer un peu, peut-être si t'es faible des abdominaux, si t'es faible d'une région, ils vont chercher à renforcer Parce que l'exercice spécifique à une blessure, ce que ça fait, c'est que ça stimule la formation de ligaments, de tendons, ça stimule la guérison du cartilage, la stabilité. Fait que les blessures chroniques, il faut vraiment que tu y ailles avec une approche un peu plus multidisciplinaire. Là. Puis même nutritionnelle. Moi, j'y vais beaucoup avec des fois de la prescription des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, puis plusieurs types de produits qui peuvent aider. Là. Tout le monde connaît en ce moment le collagène qui aide à la formation des tendons, des ligaments, glucosamine sulfate qui aide au cartilage, au disque. Fait que, tu peux utiliser différentes approches là, pour les blessures chroniques. Y a-t-il d'autres points qu'on n'a pas abordés que t'aimerais éclaircir? Je pense qu'on a fait une belle tournée, une belle virée. Quand même. Quand même, moi aussi. J'ai fait le tour, c'est bon. Je trouve que tu nous as amené très large. Ça a été intéressant.
Je pense qu'il y a plein de petites pépites là, que les coureurs vont pouvoir aller chercher de ce côté-là. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais plugger, Robin, aujourd'hui? Ben, évidemment, ma clinique chiropratique Dr. Robin Mélanger sur GNH Kruger. Je recommande aussi. Ouais, c'est mon C'est chiropracte. vendu, hein? Ouais, c'est ça, vendu. hein? Ça paraît. Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Une bonne course. Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe. Ça veut dire quoi, le IO? Ah, ça, c'est illusion olfactive. OK.